Maintenant que vous avez fini votre fiche sur les paysans, on va pouvoir attaquer une correction avec un cours en même temps. Alors ces paysans, ils sont relativement pauvres au Moyen-Âge. Ils sont très nombreux, ils représentent à peu près 90% de la population totale. Ils vivent à la campagne, ils vivent dans des villages qui se sont installés petit à petit à l'ombre des châteaux pour être protégés au maximum. Nous, en cours, quand on a traité de l'église, nous avons expliqué que le bâtiment principal du village, c'est l'église. C'est là qu'on va prier au sein d'une paroisse. Les paysans sont en petite communauté où chacun se connaît, d'accord? Et on voit ici qu'ils habitent dans des bâtiments relativement petits. Si je dois m'intéresser à ces bâtiments, généralement, c'est vrai que le paysan vit dans une maison avec une seule grande pièce qui sert un petit peu à tout, très peu de mobilier, des bancs maximum, un foyer pour pouvoir se chauffer et se nourrir, et on lit tous ensemble, on dort tous ensemble, excusez-moi, et généralement les animaux sont aussi à l'intérieur, non seulement pour les protéger des animaux sauvages, des vols, mais aussi pour se tenir chaud. Ces paysans, ils mangent mal. Ils mangent un petit peu tout ce qu'ils trouvent, ils mangent principalement ce qu'on appelle des brouets. Un brouet, pour nous, ça serait une espèce de soupe, un ragoût, qui est mélangé avec du pain en grande quantité pour pouvoir finalement donner un peu de consistance et tenir. Pour faire ces brouets, on se sert de tous les légumes qu'on trouve, aussi bien dans les champs que ceux qu'on va trouver dans la campagne ou dans la forêt quand le Seigneur vous permet d'aller en chercher. L'autre aliment de base, on vient d'en parler, le pain, qu'on fait chauffer en grosses miches qui sont consommées toute la semaine. Le pain rassis lui-même est conservé, on le renvoie dans notre brouet puisque c'est lui qui va servir finalement à être mis au fond ou qui va servir de tranchoir, on mange directement dessus. À noter finalement aussi ici la cuillère elle est en bois mais surtout elle est plate, elle correspond un petit peu aux cuillères qu'on utilise en cuisine. Peu de sel, peu d'épices, ça coûte beaucoup trop cher. Au maximum, finalement, on va utiliser des champignons, on va utiliser des herbes aromatiques que, par contre, on peut trouver. La vie quotidienne des paysans au Moyen-Âge est relativement bien connue. On a des documents qui parlent de leurs activités, on a les textes finalement d'époque, et surtout, ce qui a été extrêmement riche pour les historiens, nous possédons les riches heures du duc de Berry, qui est un livre de messe, qui a été constitué pour le duc de Berry. Alors Berry, c'est toute la région qui est autour de Bourges de nos jours. Et le duc de Berry, c'était le frère du roi. C'était l'un des hommes les plus puissants et surtout le plus riche de France. Et il a fait représenter différentes saisons avec ces paysans qui travaillent dans les champs ou les seigneurs qui sont en activité. Alors il nous sert à plus d'un titre ce document, non seulement généralement, alors c'est pas le cas sur les documents que je vous ai présentés, on distingue à l'arrière-plan les châteaux, donc on sait à quoi ressemblaient les châteaux au Moyen-Âge, le château du Louvre, le château de Vincennes principalement, mais on connaît aussi l'instrument utilisé par les paysans, son habillement et finalement ses principales activités à quel moment de l'année. Donc ça c'est une activité qui est relativement riche puisque c'était relativement routinier pour eux. Ces paysans, ils sont très dépendants du seigneur sur les terres duquel ils vivent. Déjà il faut qu'ils lui louent des terres pour pouvoir travailler. Ces terres, elles sont soit louées avec de l'argent, c'est relativement rare. Vous vous souvenez, il y a peu de monnaie fiduciaire qui va se diffuser dans la région, de la France, de l'Angleterre ou de tout l'Occident finalement. On va principalement payer soit en nature avec des éléments de vos récoltes, de vos animaux, soit on va payer en travaux sur la réserve, sur les terres que possède le seigneur. Ça, on en a déjà parlé dans un cours précédent. On est aussi dépendant du seigneur puisque pour pouvoir presser sa vigne ou faire de la bière avec l'orge, c'est le seigneur qui vous fournit le pressoir. Pour faire chauffer et écraser vos céréales, c'est aussi dépendant du seigneur. Et il faut payer à chaque fois. Donc finalement, on les pose en position systématiquement d'être au service du seigneur et à la merci du seigneur. Celui-ci n'a pas intérêt à ce que ces paysans vivent trop mal. Ici, vous avez un exemple typique des droits qu'on peut accorder aux paysans au Moyen-Âge. C'est quelque chose d'extrêmement populaire. Tout à l'heure, je vous parlais des châteaux qu'on distingue derrière. Vous avez ici un paysan qui a emmené son troupeau de porcs directement dans la forêt pour pouvoir se nourrir des glands qui tombent directement des arbres. C'est ce qu'on appelle la glandée. C'est finalement une activité relativement peu coûteuse pour un paysan puisqu'il n'a aucun effort à faire pour que ses porcs mangent. Or, la viande de porc est extrêmement importante. On utilise le porc pour beaucoup de choses et notamment pour payer ses impôts. Ça vous donne vous aussi un petit peu des informations sur le XXe siècle. La glandée, ça donnait le verbe glander, une activité qu'aiment généralement bien les élèves, vous compris.
Nos paysans ont d'autres droits. Les femmes et les enfants, notamment, ont le droit d'aller glaner, c'est-à-dire ramasser les épis de céréales qui n'ont pas été ramassées par les autres paysans, sur la réserve. Et souvent, cette petite quantité de nourriture infime, c'est ce qui leur permettra de passer l'hiver. La mortalité en hiver est très très forte au Moyen-Âge. C'est pour ça aussi qu'on paye beaucoup en animaux. Pour une raison toute bête, beaucoup de ces animaux ne peuvent pas passer l'hiver, on n'a pas assez de nourriture pour eux, donc on préfère les abattre. Nos paysans vont voir leur vie changer radicalement au XIIIe siècle. Jusqu'à présent, leur vie est très très difficile. À partir du XIIIe siècle, ils vont profiter d'un certain nombre de petits avantages. Premier avantage non négligeable, il va y avoir un léger réchauffement climatique. Il fait un peu plus chaud, donc les récoltes sont meilleures. Plus de nourriture, donc automatiquement une meilleure alimentation, et le surplus, on peut le vendre. Deuxième changement massif à partir du XIIIe siècle, de nombreuses seigneuries s'installent et on va défricher en grande quantité finalement l'Occident pour installer de nouveaux villages, de nouveaux champs, donc de nouvelles quantités de nourriture produites. Et surtout, finalement, ça donne à un certain nombre de paysans la possibilité d'avoir parfois leur propre lopin de terre. La population paysanne va donc très largement augmenter. C'est ce que vous avez sur le graphique ici. On voit que la courbe de la population européenne augmente énormément entre 700 après Jésus-Christ et finalement 1250-1300. On passe de 27 millions d'habitants en Europe à 73 millions d'habitants en Europe. Et en France, les données sont un peu plus tardives, à partir de l'an 1000, on voit que la population est multipliée par 3 en à peu près 300 ans. C'est pas négligeable. Deuxième grande nouveauté, l'outillage se transforme lui aussi. Le fer se répand petit à petit. Jusqu'à présent, on ne s'en servait que pour faire des armes, et désormais, on s'en sert aussi pour faire des outils. Qui dit outils en fer, dit outils plus solides, qui sont plus efficaces et qui fonctionnent relativement mieux. Ça va être le cas de la houe, ça va être le cas finalement de tout un tas d'ustensiles que vont utiliser les paysans. N'oubliez pas que les outils du paysan lui servent aussi à partir en guerre. Autre nouveauté, le collier d'épaule. Le collier d'épaule permet à l'animal qui tracte finalement une charge d'être moins étouffé et surtout de fournir une plus grande partie de force. Il se fatigue moins, donc c'est beaucoup plus efficace. De la même manière, on a changé l'un des outils très importants du Moyen-Âge, la charrue. La charrue, déjà, au début du Moyen-Âge, elle n'a pas de roue. C'est-à-dire que généralement, le paysan porte à bout de bras sa charrue, et elle est tractée par sa femme et ses enfants, puisqu'avoir des animaux, c'est relativement compliqué. Cette charrue se transforme, le timon va se renforcer avec le soc et le versoir pour s'enfoncer plus dans le sol, pour mieux retourner la terre, donc lui permettre d'être plus fertile et d'enfoncer plus les graines. N'oubliez pas que les animaux, les nuisibles, comme on les appellerait de nos jours, peuvent aller grignoter les graines qui avaient été conservées par les paysans, et donc ça pourrait provoquer pas de récolte, et donc la mort assurée. Nos paysans vont aussi profiter de nouveautés technologiques. Alors, si au début du Moyen-Âge, on utilise principalement le moulin à eau, c'est un moulin qui est extrêmement efficace, il fonctionne toujours au même rythme, il fonctionne de jour comme de nuit, seules les périodes de grande gelée bloquent ce moulin, et surtout comme on a de l'eau à proximité, ça évite les incendies. On va voir se développer sur la fin de la période les premiers moulins à vent. Ces moulins à vent sont beaucoup plus compliqués à être utilisés, puisqu'il faut être dans le sens du vent, il faut pouvoir tourner la structure, là ça serait une structure beaucoup plus tardive, et surtout finalement, il faut pouvoir être vigilant en permanence. Je vous renvoie à plusieurs classes, je vous ai parlé de la comptine Meunier-Tudor, c'est finalement une comptine qui rappelle qu'au Moyen-Âge, être un meunier, c'est une activité à plein temps, une activité extrêmement importante, mais surtout dangereuse. Par contre, ça vous apporte un certain statut social. Ces paysans, ils sont malgré tout extrêmement dépendants du seigneur, qui a droit de vie et de mort sur eux, et qui les emmène fréquemment à la guerre. Dernière chose dont je vais vous parler ici, parmi les grands changements qu'on va avoir au Moyen-Âge, pendant très longtemps, les paysans, ils avaient un problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'engrais. Ils n'avaient pas de fumure. Alors la fumure, ça donnait le mot fumier, c'est-à-dire qu'on utilisait les déjections humaines et animales pour enrichir le sol. Le problème, c'est qu'on n'en a pas suffisamment, ce qui fait qu'une année, la moitié de vos terres, vous en servez pour produire, et l'autre moitié, vous la laissez se reposer. C'est ce qu'on appelle la jachère. C'est le document que vous avez à traiter à la fin de votre grande fiche. Donc l'année 1, culture, jachère. L'année 2, on inverse finalement la structure. À partir du XIIIe siècle, on va avoir
de nouvelles choses qui vont faciliter le travail. Première chose, plus de fumure. Pour des choses très très bêtes, un animal extrêmement intéressant à la campagne va se développer et apparaître, c'est la colombe et le pigeon. Ces oiseaux passent leur temps à manger et déféquer. Ce qui fait qu'on a énormément, finalement, pour parler crûment, de merde, pour pouvoir s'en servir comme fumure. Tous les villages se dotent de pigeonniers, dans lesquels on a ces animaux. L'avantage, c'est qu'on peut les manger aussi après. Alors, c'est pas les pigeons de ville tels que vous les connaissez, hein. Ils sont plus gros, ils sont plus massifs, donc ils peuvent nourrir son homme. Autre endroit où on trouve beaucoup de pigeonniers, ce sont tout simplement dans les abbayes et les monastères. Autre nouveauté, on va commencer avec le réchauffement climatique, avoir une saison végétative plus large, ce qui fait que tout bêtement, on peut faire pousser de nouvelles plantes qu'on connaissait moins avant ou qu'on trouvait finalement peu efficaces sur une courte période. L'assolement va passer d'une zone biennale à un assolement triennal, c'est-à-dire qu'on continue à avoir la jachère qui tourne, même si finalement la fumure permet d'enrichir un petit peu plus vos champs, mais on va voir aussi se développer de plus en plus deux types de céréales. On va continuer traditionnellement avec les céréales d'hiver, donc c'est celles qu'on plante en hiver qu'on va ramasser en été. Ce sont principalement le blé, mais on va voir aussi apparaître d'autres sources de céréales, ce qu'on va appeler les céréales de printemps, celles qu'on va planter un petit peu plus tard, qu'on va récolter à la fin de l'été ou pendant l'automne. L'intérêt, c'est qu'on peut conserver plus longtemps finalement de la nourriture, qu'on va avoir 2 récoltes dans l'année, que ça va éviter de manger toujours la même chose, qu'on pourra renouveler un petit peu les stocks dans les greniers à blé, les greniers à céréales pour éviter finalement que ça fermente, que ça tourne, ça attire un petit peu moins les nuisibles, et donc on peut manger mieux, plus, et la population est donc en meilleure santé. On continue à avoir beaucoup d'enfants, donc la population augmente, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir des surplus. Les surplus, c'est tout ce que je ne vais pas manger, ça c'est la culture vivrière, et ce que je ne vais pas replanter pour avoir l'année suivante à nouveau de la nourriture. Ces surplus, on va pouvoir les vendre. Donc, dans les villages, des marchés se développent, et parfois même des foires. Donc les seigneurs organisent des grands marchés, ces foires tous les ans, et surtout on donne des exemptions de taxes à ceux qui participent. Ça veut donc dire que la nourriture va aussi en plus grande quantité dans les villes. Donc aussi bien les villes que les campagnes se portent mieux grâce à tous ces progrès technologiques. Alors vous allez me dire finalement, on est en train de voir que le monde paysan, il s'en tire bien. Faut pas rêver non plus. Ça reste quand même une situation difficile pour eux. Ils ont beaucoup de taxes. Leur vie n'est quand même pas facile. Et surtout, tout va être bloqué par 2 grands événements majeurs sur la fin de la période. En 1348, la Grande Peste va ravager l'Europe. Entre un tiers et la moitié de la population européenne va mourir en l'espace de quelques années, en sachant que ces pestes vont revenir très très régulièrement. C'est pas sans nous rappeler finalement ce qui se passe en ce moment, même si c'est une échelle totalement différente, mais il faut bien imaginer que l'angoisse que nous on peut avoir, pour eux c'était en permanence. Ils ne savaient pas quand les pestes allaient revenir. Deuxième chose, à partir finalement de 1348 et après coup, va éclater ce qu'on appelle la guerre de 100 ans, que nous verrons dans un autre chapitre. Je vous remercie de votre écoute. Maintenant, vous allez pouvoir passer à la correction de la fiche qu'on a fait, en vous servant finalement de toutes les informations que je viens de vous donner, en vous servant aussi finalement de la trace écrite que je vais vous fournir. Vous n'aurez le corrigé en tant que tel qu'à la séance suivante. Merci de votre attention. Je vous souhaite encore une fois que tout aille bien, de bien respecter les règles d'hygiène, et je vous dis à la prochaine fois.